Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 82e épisode du Pixel Café. Ici le docteur qui vous parle accompagné aujourd'hui de Adieu. De Léviathan. Adieu. De Thomas. Ah, carrément. L'agression. C'était pour faire Et la de- contrepartie. Et de Zérotonine. Coucou. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet pour lequel j'avoue avoir été étonné qu'on n'y ait pas pensé avant. Ça va être le sujet des messages écologistes et du thème de l'écologie dans les jeux vidéo. Alors c'est pas forcément un message qu'on trouve dans tous les jeux, mais quand même avec un corpus maintenant absolument monstrueux, il y a un certain nombre de jeux pour lesquels la thématique est complètement incontournable, et c'est là-dessus que je souhaitais vous écouter aujourd'hui. Vous avez 4 heures. Oui, t'as Mario. Je vais parler d'un jeu, je pense que personne n'a pensé. C'est un jeu vraiment très, très obscur déjà parce qu'il n'est pas très connu, et puis en plus parce qu'il n'apporte pas du tout le thème de manière principale, c'est Final Fantasy VII. Tout le monde avait l'intention d'en parler, mais... Oh, le Évidemment. Évidemment. Du coup, je vais juste vous laisser enchaîner parce que moi j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'aime beaucoup le jeu et puis qu'effectivement il aborde l'écologie. Oh, Donc, le je vous laisse shotgun. enchaîner. Non, mais du coup, si Zérotonine veut en parler un peu, il y a beaucoup à dire sur FF7. Non, je crois que t'es plutôt Dr. D, le spécialiste, donc je vais le laisser parler. Mais après, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les FF, et surtout dans celui-là, c'est le rapport aussi, il faut sauver la planète, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux d'inspiration aussi japonaise, asiatique, qu'on a vu avec d'autres jeux, parce que je vais en parler plus tard, mais Ori and the Blind Forest, où là, il y a vraiment une influence Miyazaki assez forte. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup moins, c'est dommage, dans les jeux occidentaux. Donc c'était ça que je voulais dire surtout. Du coup, je vais en parler un tout petit peu plus. Bon, évidemment, je renvoie les auditeurs à notre Dion Retro spécial FF7 qui donne beaucoup d'informations. Mais la particularité de Final Fantasy VII, déjà pour commencer, c'est qu'on se retrouve in medias res à incarner un mercenaire qui est au service d'un groupuscule terroriste qui a pour but justement d'empêcher l'exploitation des ressources naturelles. Le Mako, c'est à peine une représentation masquée du nucléaire, au sens le plus J'en plus du transparent. pétrole. Oui, aussi. Il y a les deux, je pense. Mais simplement, le Mako, quand ça pète, ça fait beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est vrai que moi je l'associe plus au nucléaire dans le sens où ils l'ont vraiment. Ils en font des armes. Ils en font des réacteurs, ils en font des armes, et puis c'est vert quoi. Il est vert le Mako. Entre autres. Oui, c'est... Mais Oui, il y a d'autres couleurs de Mako, Vert. c'est vrai, mais Mais- le principal c'est vert. Perso, c'est plutôt l'aspect corporation qui m'a fait penser de tout Ouais. avec les énergies non renouvelables, le fossile, le pétrole, etc. Donc c'était aussi un tout. Ouais, bien sûr. selon moi. Mais c'est vrai que pour moi, l'image que j'ai le plus, Ouais, pour c'est l'image, les c'est réacteurs nucléaire. Mako, et puis ça ressemble vachement à des centrales nucléaires. donc, Puis même l'ambiance fait très. Ouais. Tout à fait. Puis en fait, la particularité de Final Fantasy VII, c'est que finalement, on commence avec une première quête qui est d'affronter la Shinra Corporation. Et cette quête, elle prend fin relativement tôt, entre guillemets, dans l'intrigue, puisqu'elle est complètement mise entre parenthèses à partir du moment où on apprend l'existence d'un retour de Sephiroth. C'est gardé un peu de côté, mais ça reste tellement en toile de fond qu'au fur et à mesure du parcours des héros, ils en arrivent à un moment donné, d'une part à traverser les différents réacteurs pour lesquels on voit que, tiens, dès qu'il y a des réacteurs, il y a des monstres. Et d'autre part, ils en arrivent dans un village en particulier, qui est une étape complètement cruciale dans l'intrigue. C'est la région du Canyon Cosmo, où on a une vision un peu New Age, en tout cas très écologisante, avec le gourou, entre guillemets, qui explique ce qui va se passer si on laisse la planète être vidée de ses ressources naturelles, d'où un message qui peut être un peu paradoxal vu que le jeu vidéo est maintenant sans doute une des plus grandes incarnations de la société de consommation. Qu'il faut faire absolument attention à ce que l'on consomme, à ce que l'on exploite, parce qu'on pourrait détruire la planète assez rapidement. Dans le jeu, la planète, c'est même un nom propre. C'est la planète, et puis elle a un sang, et puis elle a une âme aussi. Ouais. Donc
c'est toujours intéressant. Ce qui m'a aussi marqué dans Final Fantasy VII, c'est justement le fait que ce soit vraiment une grande métaphore pour... c'est vraiment une dénonciation, en fait, comme j'ai marqué dans mes petites notes, des entreprises qui profitent en fait de l'ignorance du peuple. Parce qu'on peut voir justement dans cette ville, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Midgar, voilà, merci. Dans Midgar, tous les employés vivent dans des taudis, les plus riches justement sont dans des hautes tours qui dominent tous ces bidonvilles. Et justement, c'est cette exploitation justement de l'ignorance des gens pour pouvoir profiter des ressources naturelles de la planète et puis les utiliser à ses propres profits. Donc il y a d'une part une critique à but écologique et aussi un peu du capitalisme. Un peu Complètement, oui. Ouais. Oui. Avec un détail que tu n'as pas précisé mais qui se retrouve dans plein d'œuvres hors jeux vidéo, c'est l'idée que le pouvoir et l'argent sont réunis au point que c'est même plus les gouvernements qui tiennent réellement les rênes de la société, et que, par exemple, la conquête spatiale est complètement dans les mains de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Essentiellement pour aller chercher de nouvelles ressources. Voilà. Mais si on a fini de parler de Final Fantasy VII, moi j'avais un autre Final Fantasy pour enchaîner correctement, c'est le 10. Alors le 10, il est imprégné de la religion et puis de plein d'autres thèmes importants, mais il y a quand même un message pas si caché que ça au final, où on parle du fait que au bout d'un moment la planète elle reprend ses droits, et puis le concept de Final Fantasy X, c'est que à force d'avoir voulu surenchérir avec la technologie et puis la robotique et puis de ne plus vouloir faire grand chose soi-même, bien la planète s'est rebellée et puis a créé une entité qui a stoppé tout ça et a redonné ses droits à la planète. Et je trouvais intéressant comme message. C'est pas le thème principal du jeu, mais je trouvais comme sympa l'idée de nouveau reprendre ce thème de l'écologie dans Final Fantasy X. Ouais, je pense qu'il faudra définitivement qu'une fois on fasse un Die-in rétro sur FF10, parce que c'est pas le message premier, mais c'est intéressant de voir comment l'exploitation et les machines, par opposition à une certaine communion avec la nature, est dénoncée cette fois par la religion, et la religion dans sa forme la plus critiquable et la plus dogmatique, puisque c'est la raison qui est utilisée pour justifier des discriminations, pour ne pas dire à la limite tend vers le génocide par moment. Tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur le fait d'utiliser le fait du développement des machines. Il y a un jeu qui exploite ce thème à merveille, et je pense à Mother 3. Du coup, en fait, l'ennemi juré de Ness, Porky, est devenu un espèce d'entrepreneur empereur un peu, qui a construit sa propre armée et a complètement envahi, et si je me souviens bien, Lucas vivait sur une île, une espèce de petit archipel, il a complètement envahi cet archipel, et au détriment de la rendre moderne, il a robotisé absolument presque toute la nature. Et c'est cette robotisation, cette espèce de mécanisation de l'environnement qui a fini par tuer la mère de Lucas. Raison de la mort, c'était une espèce de petit dinosaure complètement innocent qui est devenu berserk après les modifications, certaines modifications qui lui ont été apportées. Et du coup, la mère de Lucas est morte. Et durant tout le jeu, en fait, Lucas doit se battre contre cette modernisation justement qui a complètement ruiné son archipel et qui a même ruiné son frère, qui est lui aussi devenu complètement robotisé et dénué d'émotions. À mon sens, je vais me répéter peut-être, mais je crois que c'est vraiment propre à l'univers asiatique ou japonais de faire ce genre de jeu, parce que moi ça me fait penser aussi au film de Miyazaki, Nausicaa et la vallée du vent. C'est typiquement les mêmes sujets qui sont abordés dans les FF. Et je trouve que c'est aussi pour faire une transition avec Horizon Blind Forest. Est-ce que tu avais fini ou pas de ta partie? Horizon Blind Forest, oui, je l'ai terminé. Ouais, ok. Non, mais c'était. T'as pas compris la question. C'est pas grave. C'est pas grave. Il avait peur d'un spoil. Et il était Ouais, non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'univers-là, c'est qu'il y a aussi le fait les protecteurs de la forêt qui sont aussi opposés à la mécanisation et tout ça.
pas forcément dans Ori, mais en général, il y a toujours la figure du protecteur qui revient. Et c'est ça que je voulais mettre aussi en avant, c'est que c'est aussi une fable écologique dans le sens où c'est le joueur qui incarne ce protecteur-là. Et je pense que dans Ori, c'est là où c'est le plus emblématique au niveau écologique, c'est par rapport à ça. Alors clairement, cette espèce de entre guillemets, dichotomie entre la nature qui est souvent personnifiée et adulée et vue comme un idéal face à cette technologie, cette mécanisation, etc. Ça c'est clairement un truc. Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'exemple comme ça dans le jeu vidéo parce que voilà, à cause des jeux qui m'intéressent, j'ai plutôt tendance à jouer à des jeux d'origine occidentale. Donc du coup, c'est pas forcément des jeux qui ont nécessairement cette dynamique-là. Par contre, effectivement, ça m'a énormément... Enfin, ce que vous avez décrit, ça m'a effectivement rappelé les œuvres de Miyazaki, notamment La Princesse Mononoke. Ou Pom-Poko. Là, c'est pas Miyazaki, mais c'est aussi des studios Ghibli. Cela dit, c'est pas... Enfin, il n'y a pas non plus que les Asiatiques, et notamment les Japonais, qui traitent de cette thématique. Et dans des séries de RPG, moi il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les Fallout en fait, qui sont foncièrement anti-nucléaires, puisque à chaque fois, chaque jeu commence par grosso modo la planète entière, les nations se font la guerre, c'est une guerre nucléaire, et ensuite on se réveille des années après et on voit alors la désolation qu'il y a. Alors on pourrait aussi parler, à contrario, on pourrait presque parler d'une sorte de entre guillemets glorification du truc, étant donné qu'on a, on a surtout cet univers qui s'est développé avec beaucoup d'inspiration années 50, 60, mais clairement le propos du jeu à chaque fois ça a été de critiquer la possession d'armes nucléaires par les grandes nations, et notamment des désastres que ça pourrait causer si une guerre nucléaire venait à éclater. C'est vraiment une mise en garde en fait, de regarder si on va trop loin, ce que ça ferait. Tout à fait, exactement. Ouais. Et puis sinon, de nouveau dans un domaine un peu plus occidental, mais pas du tout au niveau RPG ou quoi que ce soit, mais les jeux de gestion, notamment les jeux de gestion où on doit construire des villes, des city builders, c'est bon, j'en prends un autre que toi, parce que t'en avais parlé avant d'enregistrer, j'ai décidé d'en prendre un autre, mais les city builders sont des jeux qui portent une grande attention à l'écologie. Alors, pas dans le même sens qu'un Final Fantasy ou qu'un Ori and the Blind Forest qui vont vraiment avoir une sorte de personnification de la nature qui est en danger ou quoi que ce soit. Là, c'est juste parce que sinon les citoyens ils sont pas contents et puis ils gueulent. Du coup, il y a effectivement toujours ce soin qu'il faut apporter à l'air, à l'eau et à ce genre de choses. Et moi, personnellement, j'ai en tête tous les SimCity, notamment SimCity 4 sur PC, et puis SimCity, je crois qu'il s'appelait Builder, qui était sur DS, ou 3DS, je sais plus. Il y en a un qui était sur DS, et puis ça doit être celui auquel j'ai le plus joué. Où il y a forcément, à chaque fois, il faut toujours bien choisir comment est-ce qu'on construit nos entreprises, nos villes. Il faut qu'on ait les zones polluantes concentrées à un endroit, et plus tard, on découvrira des moyens de résoudre ce problème, notamment en diminuant les charges de produits toxiques qui sont libérés dans l'atmosphère, ou carrément en nettoyant cette air après coup, etc. Donc du coup, c'est aussi des jeux qui, à défaut d'avoir un message écologique fort, en mode oui, il faut pas polluer, c'est pas bien, etc. Là, c'est plus, il faut pas polluer, ça fait chier vos habitants. Mais il y a quand même toujours cette idée où il faut faire attention à la qualité de vie par rapport à l'air, à l'eau et à la nature que certains jeux tout simplement ignorent. Mais effectivement, les city builders, c'est aussi typiquement des jeux comme ça, et je présume que Anthony, tu vas vouloir rebondir parce que tu en avais un autre en tête. Oui, alors je pensais, personnellement, je préfère City Skyline à SimCity, déjà, et parce que aussi par les add-ons qu'ils ont proposés, dont le fameux qui s'appelle Green Cities, où justement c'est exactement ce que t'as décrit. Il faut vraiment faire attention à la qualité de l'eau, mais aussi à la qualité des zones vertes dans la ville, etc. Et par rapport aussi à cette thématique de la durabilité qui revient beaucoup aussi sur les marchés actuellement, donc il y a quand même un lien qu'on peut faire aussi avec les sensibilités, pardon je parle trop vite, les sensibilités des gens en général dans notre génération aussi. Je pense que c'est aussi dans l'air du temps de devoir s'inquiéter à ce genre de problématiques. Et c'est pour ça qu'aussi dans les jeux de city builder ça revient, parce que dans nos villes actuellement on peut faire aussi un parallèle avec ça. Tout à fait, ouais, effectivement. Comment elles sont gérées actuellement. Ouais, c'est ça, c'est aussi une forme de, entre guillemets, critique de l'urbanisme, hein, parce que bon, clairement ils vont punir les dérives dans ce genre de jeu. Ils vont pas nous laisser... Elles sont pas viables, en fait. Voilà, c'est ça. Ils vont nous laisser construire un bloc de centrale à charbon autour d'une petite villa, par contre... d'un bloc de villa, par contre, clairement, ensuite, le jeu va nous pénaliser pour ça. Exactement. Avec des habitants qui vont pas être contents, et puis ensuite, ça
ça va se tourner en problème économique parce qu'ils vont plus vouloir payer, ce genre de choses. Mais effectivement, tout à fait, il y a dans les city builders une grande importance qui est accordée, à défaut de dire l'écologie, en tout cas le soin et la qualité de l'air et puis de la nature. Ouais, il y a 2 jeux dont je souhaitais parler qui envoient des messages assez différents sur les questions d'écologie et de durabilité. Le premier, qui est le plus simple à décrire, c'est pas un jeu, c'est toute une série, c'est la série des Oddworld. Oddworld, pour rappel, nous fait incarner Abe, petit mudecon, qui est extraterrestre, qui est chargé de travailler dans les usines de Rupture Farms. Et en fait, il se rend compte que ses employeurs, à force d'avoir massacré toutes les autres espèces animales extraterrestres de l'Oddworld, Pour en faire de la nourriture. pour en faire de la nourriture, Précisons. la nourriture qui va être évidemment commercialisée, c'est pas juste de la nourriture pour le plaisir de manger, c'est de la production à l'extrême. Ont décidé que comme il n'y a plus grand chose d'autre, ils vont se rabattre sur les mudecons et il essaie de s'enfuir d'une énorme zone industrielle en emportant avec lui tous ses copains esclaves. Et là on dépeint vraiment la dystopie de la société de consommation à l'extrême, égoïste, qui ne respecte absolument pas les autres peuples. C'est vraiment la forme la plus radicale qu'on puisse trouver. Ça me fait penser à un jeu de gestion, pour revenir un peu à ce qu'on disait avec Antonine avant. Factorio, c'est un jeu sur lequel on se retrouve coincé sur une planète et le but ça va être simplement de construire une fusée et de s'en aller. Par contre, pour construire une fusée, il va falloir obtenir les matériaux nécessaires, la technologie nécessaire. On va devoir développer toute une centrale, en fait, toute une usine dans Factory, voilà. Mais en fait, le jeu va être très punitif concernant la pollution parce que les populations extraterrestres qui vivent sur cette planète vont commencer à en avoir marre qu'on pollue et qu'on tue ses habitants et vont commencer à venir essayer de nous poutrer la gueule à défaut de réussir. Mais en tout cas, ils vont essayer de nous détruire. Ce qui peut arriver d'ailleurs. Hein. Moi, mes 2 ou 3 premières parties, je me suis fait complètement laminer par les monstres. Puis ensuite, on commence un peu à apprendre, mais clairement, il y a aussi, puis là, vu que ça parlait aussi d'Alien, etc., évidemment, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec Oddworld, même si jamais c'est pas le même style de jeu du tout. Le deuxième jeu dont je pensais parler est également extraterrestre. On revient à une production japonaise, c'est Metroid. Dans Metroid, l'écologie a une place absolument centrale, pas tant dans les épisodes si on les prend un par un, mais pris globalement. Pour rappel, dans l'histoire, à la base, Samus Aran est envoyé pour savoir ce que font les pirates de l'espace sur la planète Zebes, car ils ont dérobé des métroïdes et semblent en faire la culture. Ce sont des créatures, les métroïdes, oui. Je vais le préciser, semblent en faire la culture pour s'en servir comme arme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les métroïdes sont des petits extraterrestres difficiles à décrire au niveau de leur physique, mais qui ont une espèce des ampoules volantes. Des ampoules volantes. Ça c'est la version de base, mais qui en gros, peu importe leur évolution, parce qu'après il y a des versions quasi dinosaures, elles ont comme point commun de drainer l'énergie de tout être vital autour si elles le veulent, ce qui les rend extrêmement dangereuses. Et du coup, Samus a pour mission de détruire la planète pour tenter d'empêcher justement les pirates de l'espace qui pourraient représenter un danger aux autorités, à la Fédération Galactique. Et son premier acte de force va être de détruire la planète Zebes à proprement parler. Je pense que je voulais juste citer un dernier truc pour conclure, et puis après je pense qu'on peut... Ah, tu voulais aussi citer quelque chose? Oui, avec la discussion, ça m'avait pensé au dernier jeu auquel j'ai joué, donc c'est Firewatch, c'est un jeu d'exploration dans la nature, etc. Et peut-être que la thématique de l'écologie est moins mise en avant, mais je trouve que le lien avec les paysages aussi, puis dans le jeu, le personnage il doit s'occuper d'une réserve naturelle aux États-Unis, et il y a tout le côté aussi, il faut faire le tri, enlever les déchets dans la nature, et il y a vraiment aussi ce côté, il faut faire attention à l'environnement dans lequel on est, et je crois que ça ressortait beaucoup, puis avec la beauté des paysages, on voyait aussi on s'est opposé avec le fait qu'on avait beaucoup de déchets, où les gens ne prenaient pas soin de la forêt, et elle allait pour s'amuser, mais ils s'en occupaient pas, et je crois que ça me fait aussi penser avec le rôle du gardien
de la forêt qui revient souvent aussi comme thématique. Moi, du coup, pour conclure, je disais, j'avais 3 petits jeux qui, pour moi, enfin non, c'est pas des petits jeux, mais ça aborde pas l'écologie directement, mais je trouve que c'est des jeux qui vont tellement mettre en avant la nature et puis comment exploiter exploiter dans le bon sens, comment apprécier et vivre en communauté avec la nature, en communion avec la nature, que pour moi, c'est vraiment, c'est un peu le thème de l'écologie cachée. Il n'y a pas besoin de développer 1000 ans là-dessus, mais je trouve que les Pikmin font ça très bien. Les jeux Pikmin font ça très bien parce qu'au moment on est catapulté sur cette planète qui est la nôtre, qui est vraiment que du sauvage, que de la nature, et puis même l'idée derrière c'est de l'en débarrasser de tous ces déchets. Donc ça, encore une fois c'est un petit peu détourné, mais c'est intéressant. Les jeux Pokémon, je trouve, mettent beaucoup en avant l'aspect nature. Malgré le fait qu'il y a énormément de technologie dans Pokémon, on reste dans l'idée que c'est les animaux et la nature avant tout. Donc je trouve ça un peu intéressant. Et puis le dernier que j'avais en tête, c'était aussi un espèce de city builder avec Animal Crossing qui met aussi en avant énormément l'aspect nature, forêt, Communautaire aussi. communautaire. Voilà. On pourra encore vite rajouter Stardew Valley. Oui, Stardew Valley, oui, effectivement. Oui. Et il y avait encore beaucoup de choses à dire, même sur Metroid où j'ai juste parlé du premier, mais dans le fond, ce qu'on va voir au fil de l'histoire, c'est que dans le 2, Samus est censé exterminer complètement les Metroid, et puis ça fait apparaître une nouvelle espèce qui est encore plus dangereuse. Donc on est puni d'avoir commis ce crime-là qui est un génocide. Voilà, c'est tout pour ce 82e Pixel Café. Si vous souhaitez nous retrouver, vous le pouvez notamment via notre site internet www.pixel-association.ch ou sur les réseaux sociaux. C'était Zérotonine, Anté, Tomario, Léviathan et Dr D qui vous disent à très bientôt. Ciao ciao. Ciao. Ciao.